Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Ce mois-ci, je voulais inaugurer un nouveau format et faire un partage d'expériences. Finalement, j'en ai jamais fait et surtout, je parle pas beaucoup sur cette chaîne YouTube, mais je suis passionnée de voyage. Et c'est finalement comme ça que j'ai commencé le développement personnel. À l'époque, je parlais plus d'introspection. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes 10 jours de méditation au Népal qui ont été particulièrement challengeantes, mais qui m'ont aussi appris et fait découvrir pas mal de choses sur la puissance du mental. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager. Donc après ma licence, je suis partie voyager seule pendant 10 mois en Asie. Ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast d'ailleurs si ça peut vous intéresser. Il y a beaucoup de choses dans ce voyage qui m'ont grandement aidée à apprendre sur moi, à évoluer. Mais vraiment, ces 10 jours de méditation, sans parler, lire, écrire, sont vraiment une des grandes expériences de ma vie finalement, parce que ça m'accompagne encore aujourd'hui, notamment parce que j'ai vraiment découvert la puissance de mon mental. Le thème de ce mois de juillet, du coup, c'est face à soi-même. Et donc, je commence avec ce premier podcast sur la méditation Vipassana au Népal. C'est mon expérience que je partage, donc il n'y a aucune vérité là-dedans, hein, c'est ma vérité, c'est la façon dont je l'ai vécu moi. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'était beaucoup plus simple de faire ces 10 jours de méditation. Pour moi, à l'époque, ça a été vraiment un énorme défi. Vipassana, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être entendu parler parce que je pense que c'est la méditation, la retraite méditative la plus connue au monde. En tout cas, il y a des centres dans beaucoup de pays du monde. Il y a plusieurs niveaux de retraite d'ailleurs, hein. Au Myanmar, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait 30 jours de méditation Vipassana. Pour moi, 10 jours, c'était déjà extrêmement long, hein. Donc, à l'époque, j'aurais pas du tout pu faire plus, et peut-être qu'aujourd'hui non plus d'ailleurs. Je vous lis juste le petit texte d'introduction sur le site Vipassana parce que je me dis que c'est eux qui en parlent le mieux et que ça fait en plus quand même un certain nombre d'années que j'y ai pas été confrontée, donc c'est un peu moins clair pour cette partie technique. Vipassana signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est l'une des plus anciennes techniques méditation de l'Inde. Elle a été redécouverte par Gautama le Bouddha il y a plus de 2500 ans. C'est un art de vivre. Vipassana est une méthode de transformation de soi par l'observation de soi. Et je crois qu'effectivement, l'observation de soi, c'est assez la clé dans tout ça. C'est vraiment être face à soi-même pendant 10 jours, ce qui m'a paru extrêmement long. Moi, quel était mon rapport à la méditation? Proche de zéro. Je pense que j'avais déjà dû essayer une ou deux fois, mais j'avais surtout fait un peu de yoga, mais pareil, hein, peut-être 3 fois. Donc voilà, c'était proche de nul. Je sais pas si du coup je le recommanderais comme ça parce que j'ai l'impression que ça a rendu le truc beaucoup plus challengeant. En tout cas, les gens qui l'ont bien vécu, avec qui j'ai parlé, en général, avaient déjà une pratique un peu de la méditation, pas quotidienne, mais quand même régulière, et savaient donc dans quoi ils s'embarquaient, alors que moi, pas du tout. L'enseignant actuel de Vipassana, c'est Goenka. Il est d'origine indienne, mais il a grandi au Myanmar. Moi, je l'ai fait en anglais, mais je sais que c'est disponible dans d'autres langues, en français aussi. C'est gratuit Vipassana, mais l'idée c'est de faire une donation à la fin. Donc c'est gratuit notamment parce que ils ont envie que ça profite au plus grand nombre. Le programme est assez strict, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Réveil à 4 heures du matin et la méditation commence à 4h30 jusqu'à globalement 21 heures. Après, il y a quand même quelques pauses, mais voilà. J'ai eu l'impression que c'était pas des pauses puisque j'étais quand même face à moi-même. Donc bon. Le premier jour, on arrive la veille, il me semble, hein, du premier jour. On remplit quelques formulaires et on donne son téléphone portable. Ça, c'est vraiment un point important. Et on a le droit de parler parce que du coup, la méditation, la retraite commence vraiment le lendemain. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, cette journée, de me familiariser avec les lieux, mais surtout, j'ai rencontré une femme, une Française, pour qui j'ai eu, je dirais quand même un coup de cœur. On s'est tout de suite bien entendu, il y a eu quelque chose qui a connecté et on a bien rigolé aussi. Et je crois que ça m'a vraiment aidé parce que sa présence m'a accompagnée pendant les 10 jours, même si on ne pouvait pas se parler. Dans les moments qui étaient difficiles, parfois je la regardais ou juste je me disais: «OK, elle est aussi là». En tout cas, quand je la croisais, quand on marchait dehors, ça me faisait du bien. J'avais l'impression que c'était un soutien.
Donc ça commence, il y a un gong, je crois, pour signer le fait qu'à partir de maintenant, on n'a plus le droit de parler. Je pense que c'est effectivement la veille, mais en soirée, qu'on nous dit, OK, à partir de maintenant, on ne peut plus parler. Et donc la méditation commence. Donc c'est séparé les hommes et les femmes. On a chacun un côté finalement et on se retrouve au milieu dans le hall de méditation. Donc il est coupé en deux. Les femmes sont d'un côté et après on sort et on a un jardin que pour les femmes, l'endroit pour manger que pour les femmes et les dortoirs aussi. Mais c'est assez petit. En fait, moi j'avais voyagé du coup depuis plusieurs mois, ce qui m'a sûrement aidé parce que je me sentais mieux avec moi-même. Donc ça a été quand même moins difficile d'être face à moi-même que dans des périodes où j'allais vraiment mal. Mais par contre, je rentrais d'un trek dans l'Himalaya de 10 jours aussi. Et vraiment, j'étais rentrée qu'il y a 3 jours. Donc j'avais eu vraiment cette habitude des grands espaces et d'avoir cette sensation de liberté et d'être tous les jours dans un autre endroit. Dans tous les cas, le voyage, c'était un peu ça. Et je me suis retrouvée dans cet endroit que j'ai quand même vu comme une prison finalement, parce que bah il y avait des, des barbelés, enfin non juste des grillages, mais je l'ai vécu comme des barbelés. C'est assez marrant parce que je pense qu'effectivement j'ai eu l'impression d'être en prison. À l'époque, j'étais étudiante en droit, donc je pense que je me suis dit ah c'est intéressant, comme ça je, je peux vraiment expérimenter ce que c'est, alors que pas du tout, hein, mais bon. J'ai eu de la chance parce qu'au Népal, j'avais un centre qui était magnifique, qui était en hauteur et qui donnait sur un lac et des montagnes. Donc ça, c'était quand même génial. Et donc c'est déjà chouette. J'avais vu en fait quand je postulais pour différents endroits qu'il y en avait, je sais plus, en Thaïlande ou à d'autres moments où le centre avait l'air moins joli. Et je me suis dit, ça va déjà être tellement dur pour moi que si le centre est joli, ça va vraiment aider. D'ailleurs, j'ai pas vraiment raconté comment j'en suis arrivée là. C'est un peu lié avec le fait que je partais en Asie à la fois parce que ça m'avait fascinée. J'étais allée en Indonésie en 2014 pour la première fois et je m'étais dit waouh, il y a quelque chose en Asie du Sud-Est notamment. Je me sens vraiment connectée. Je me sens bien là-bas et j'aime cette entraide que je vois dans la rue et ces sourires. Et j'ai toujours eu l'impression, et c'est encore le cas aujourd'hui, je suis très attachée à l'Asie, qu'ils avaient compris l'essentiel, mais après, c'est l'essentiel pour moi, qu'ils avaient en tout cas des choses qui s'étaient perdues chez nous, et notamment du coup l'entraide et cette chaleur humaine dans la rue. Et surtout, ils ont d'autres challenges parce que je pense que chaque continent a ses challenges. Et en fait, je trouve qu'au niveau du stress, ils avaient quelque chose de plus apaisé par rapport à nous, plus connecté sûrement à leur corps et à leur rythme. En tout cas, c'est ce que je me disais. J'ai décidé de partir parce que j'avais eu une grande expérience de stress et que je me disais qu'en fait, je ne savais pas du tout gérer mon stress alors que j'étais seulement étudiante et que je devais, en tout cas c'est ce que je me disais, y remédier. Et donc c'est comme ça que je me suis dit que j'allais partir 10 mois. Et donc je me suis dit que c'était bien de voyager, mais qu'il me fallait une expérience encore plus profonde pour peut-être gérer le stress, mais en tout cas pour me retrouver face à moi-même et pour apprendre à me connaître. Parce que du coup, quand j'ai fait cette méditation 23 ans, j'avais l'impression que je me connaissais pas beaucoup. Et c'était le cas. Donc voilà, c'est comme ça que je m'étais dit, ok, je vais faire de la méditation. Au fur et à mesure de rencontrer des voyageurs, j'ai vu que la méditation Vipassana était particulièrement connue et que ça avait l'air chouette. Et puis 10 jours, ça me semblait beaucoup et pas beaucoup, mais je me disais surtout, bah, 10 jours quand j'aurai une vraie vie d'adulte, c'est ce que je me disais, avec qu'un certain nombre de semaines de vacances par an, bah, 10 jours ça va me paraître beaucoup, alors que là, dans un voyage de 10 mois, c'est facile de caser 10 jours. Les premiers jours, du coup, on observe le souffle naturel de la respiration. C'est ça la méditation. Donc c'est vraiment, je dirais, assez répétitif. Euh, on observe vraiment le souffle qui sort et qui rentre des narines. Alors déjà ça m'a semblé très difficile parce que du coup, tu dois observer le souffle sans le changer. Et c'est marrant parce que j'utilise beaucoup de il faut, je dois dans ce podcast, mais c'est vraiment parce que je l'ai vécu comme ça. C'est les consignes en tout cas, et moi j'avais quand même un côté assez scolaire, assez petite fille sage qui est encore là parfois, de moins en moins, mais donc j'avais envie de bien faire et de bien comprendre comment ça marchait, de bien expérimenter, mais j'ai trouvé ça très dur. Donc il y a eu quand même un sentiment, moi je manquais beaucoup d'estime de moi à l'époque, un peu d'échec au début, se dire que bah, en fait j'arrive pas,
et c'est très long ces heures de méditation parce que du coup, pour donner un exemple, par exemple, le matin, le réveil il est à 4 heures par un gong et la première méditation, elle est à 4h30. Donc de 4h30 à 6h30 dans le hall de méditation. Donc c'est quand même 2 heures d'affilée à partir de 4h30 du matin. Je me levais assez tôt en Asie évidemment. Enfin, évidemment non, mais pour vraiment profiter un maximum de la journée, des premières lueurs, des moments où il fait pas encore très chaud. Mais quand même pas à 4 heures. Parfois, tu as un peu, enfin en tout cas moi, cette idée que j'allais m'endormir. Enfin, presque tu commences un peu à somnoler parce qu'il est très tôt quand même. Et il y avait les bénévoles qui te faisaient une petite tape sur l'épaule et tout pour que tu te redresses et donc que tu te réveilles. Donc voilà, c'était pas possible de dormir à l'air de rien. Après, il y a une pause petit déjeuner et puis on médite de nouveau jusqu'à 11 heures. Donc je crois qu'il y avait quand même une petite interruption où on est face à un enseignant parce qu'il y a quand même, donc on médite mais à partir d'audios qui sont faits par Goenka, donc l'enseignant. Et du coup, bah oui, il y a cette période où on peut, je crois, ou poser des questions, ou alors il nous dit est-ce que vous avez bien compris, est-ce que ça se passe pas trop mal, et on fait juste oui de la tête. Enfin, on est par groupe de 3 à 5 face à l'enseignant, mais ça dure même pas 5 minutes, et a priori, l'idée c'est quand même de pas parler seulement si tu as un problème. Donc je crois que j'ai dit une fois quelque chose en 10 jours à cette personne-là, mais c'est tout. Et j'ai parlé peut-être une ou deux fois à un bénévole, mais pareil, c'était seulement une phrase pour demander quelque chose, parce que s'il y a un problème matériel, que tu as besoin de quelque chose en particulier, ou que tu te sens mal, que tu as besoin d'une pause ou d'aller aux toilettes à un moment où c'est pas prévu, je pense que ça a dû m'arriver, je crois. Je peux parler à un bénévole. Donc ce sont ceux qui s'occupent vraiment de tout, en fait, qui font à manger, donc c'est des repas végétariens, et qui les servent et qui sont là pour remettre du papier toilette, laver, voilà. Et c'est vraiment des bénévoles. Donc c'est vraiment beau qu'ils acceptent de prendre 10 jours de leur temps pour faire ça et pour permettre que toi, tu puisses vraiment en fait te concentrer vraiment sur toi et être complètement face à toi-même parce que tu n'as même pas à faire à manger, tout ça, tu fais juste la vaisselle de tes couverts. Donc on médite de nouveau après le petit déjeuner, puis il y a la pause déjeuner qui est à 11 heures, il me semble de 11 heures à midi. Donc tu manges face à un mur. Je pourrais mettre une photo, je pense que c'est plus parlant, mais vraiment, les tables sont collées au mur et en fait chacun mange face à un mur puisque effectivement l'idée c'est d'être face à soi-même tout le temps. Donc il y a un petit numéro sur le mur et c'est le même que dans la salle de méditation, sur ton coussin de méditation. Effectivement, j'avais l'impression que je connaissais par cœur ce mur à la fin, toutes les petites aspérités de ce mur et tout, enfin bon. Mais c'était très bizarre pour moi, j'avais jamais, mangé, face à un mur et pas souvent seule aussi dans ma vie, parce que je crois que quand je mangeais pas avec quelqu'un, je mangeais, face, à une vidéo, une série, un film, voilà. Le repas du coup ça se passe assez vite parce que tu parles pas, donc tu fais que manger. Moi, je me souviens m'être ennuyée après le repas. Alors, j'essayais de marcher, mais comme dit, j'avais l'impression d'être en prison. J'avais l'impression que c'était quand même très petit cet espace. Peut-être que, comme dit, vraiment le fait que je rentrais de l'Himalaya a rendu cette expérience, enfin voilà, encore plus intense à ce niveau-là, que j'ai eu encore plus l'impression de ne pas avoir assez de place pour marcher tranquillement, notamment. Je pouvais pas vraiment être loin non plus des autres participants. Donc, à la fois on se sent seul, mais en même temps on voudrait parfois l'être encore plus. C'est un peu paradoxal. Et c'est vrai qu'après le repas, ben, je me suis souvent ennuyée et en fait, dans beaucoup de pauses, les pauses qui étaient longues en tout cas, hein, j'ai beaucoup fait la lessive. Je lavais souvent des t-shirts parce qu'il y avait bah, une bassine et que tu pouvais laver à la main des choses. Et finalement, bah, l'air de rien, c'était une activité qui m'occupait un tout petit peu, qui pouvait légèrement m'aider à vider ma tête parce que du coup, on n'a pas le droit de parler, mais on n'a pas le droit non plus de lire et d'écrire, ni de sourire aux gens, d'avoir des eye contact. Ça, c'était d'ailleurs rappelé par des panneaux où il y avait, je sais pas, des yeux barrés, quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment pensé que ce qui allait être le plus dur pour moi, c'était de ne pas parler. C'est toujours ce qu'on entend dans les méditations. D'ailleurs, je pense qu'en arrivant, je savais pas qu'on n'aurait pas le droit d'écrire ou de lire. J'avais juste entendu qu'on ne pouvait pas parler. Je me disais, oh là là, ça va être horrible. Au final, pas du tout. Ça a été très simple de ne pas parler. Je pensais même que peut-être quand je serais dans la douche ou comme ça, je me parlerais toute seule pour pouvoir sortir des sons. J'avais l'impression que j'aurais
une grande envie de parler, mais pas du tout. Je me suis absolument jamais parlé seule. Alors c'est quelque chose que je fais, dans mon quotidien depuis que je suis enfant. Mais par contre, ce qui a été très difficile, alors de pas lire effectivement, parce que ça aurait pu me changer les idées, mais de pas écrire, ça a été très dur. Depuis le début de mon voyage, j'écrivais beaucoup pour apprendre sur moi, pour sortir effectivement des émotions. Mais effectivement, il y a tellement de pensées que, il y a vraiment des moments où j'avais envie de les écrire. Il y avait aussi des moments où je réfléchissais à des choses intéressantes, où juste j'apprenais des choses intéressantes et je me disais: «Mais là, j'ai vraiment envie de les écrire». J'essayais de me les rappeler en me disant: «OK, tu les écriras à la fin». Mais je crois pas d'ailleurs que j'ai beaucoup écrit en sortant, je me souviens plus. Je pourrais retrouver mes carnets. Mais donc voilà, donc en fait, il y a cette pause de midi, mais on s'ennuie. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont quand même écrit. Moi je me disais: «Oh, ils respectent pas les règles». Et comme dit, j'étais assez scolaire, encore à cette époque-là et je pense que ça a rajouté un challenge, donc je suis contente de l'avoir, respecté. Mais voilà, donc des pauses assez longues. L'après-midi, bah, c'est à peu près pareil, donc on il y a pas mal de méditation et il y a quelques pauses et puis on peut manger le soir. C'est, pas vraiment un repas du soir, c'est quand même quelque chose d'assez, frugal et c'est pas accessible pour tout le monde, c'est seulement ceux qui font les 10 jours de méditation pour la première fois. Moi, j'y ai eu le droit. Tous ceux qui reprenaient, ne mangeaient pas l'après-midi, donc ils faisaient quand même du jeûne intermittent, mais très long. Je pense que j'aurais pas tenu. Même là, j'avais parfois faim, mais en fait, on peut pas manger en dehors des repas et de ce qu'on nous donne. Donc voilà. Même si pendant les repas, il me semble que tu peux te resservir, peut-être pas le soir, mais le matin et le midi, il me semble que ça, c'est possible. Ce qui était un peu différent l'après-midi, c'était que de 19h à 20h15, d'après le planning que j'ai trouvé sur internet, il y a un discours de Goenka, donc c'est une vidéo enregistrée. Donc ça parle de la philosophie de Vipassana. Il raconte des histoires et puis il aide aussi à mieux comprendre certaines choses et certaines choses qui peuvent se passer aussi dans ta tête, dans ton mental. J'aurais vraiment voulu les noter, comme dit, il y a vraiment des choses que j'ai trouvées hyper intéressantes. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à tenir. C'est possible d'abandonner, évidemment. Moi, je pense que c'était pas dans ma philosophie, mais il y a plein de moments où je me disais: «Non mais là, c'est tellement dur, j'en ai marre, j'ai l'impression que j'y arrive pas, que je suis nulle, je me sens seule». Et je crois qu'effectivement dans ma promotion, il y a personne qui a abandonné, mais ils disent qu'en général, il y a toujours quelques personnes qui abandonnent. Et il y a des jours stratégiques d'ailleurs, qui sont particulièrement, durs, des points de bascule où les gens peuvent, laisser tomber et c'est vrai que je me suis dit que si j'avais été plus mal dans ma vie, à ce moment-là, j'aurais peut-être abandonné parce que waouh, c'était tellement face à toi-même que, ça doit être vraiment, incroyablement difficile. Mais à l'inverse, je pense que si je le refaisais aujourd'hui, avec mon estime de moi actuelle, ce serait beaucoup plus facile aussi. Donc, voilà, j'étais dans un entre-deux, disons. Dans ces histoires que racontait Goenka, il y en a une qui m'a beaucoup marquée, c'est, sur les cadeaux et le fait d'avoir une responsabilité dans ses émotions. Donc il disait, on imagine qu'il y a 3 personnes, qu'il y a une première personne qui est en colère et qui va parler à une autre personne et qui partage sa colère, même si ça peut être un sujet, qui n'a rien à voir avec cette, 2e personne. Et après cette deuxième personne se retrouve en colère et quand elle, rencontre une autre personne, elle dit: «Bah oui, mais je suis en colère, mais c'est à cause de la première personne. C'est lui qui m'a mis en colère, qui m'a donné sa colère». Et en fait, Goenka disait: «Les émotions, c'est comme un cadeau. La personne, elle arrive avec sa colère, donc on visualise bien un cadeau dans ses mains, mais comme tout cadeau, pas évident cela dit, mais tu peux, le refuser et donc du coup ne pas te laisser impacter par les émotions des autres, aussi négatives soient-elles, aussi fortes soient-elles. Voilà, tu peux vraiment, garder ta sérénité intérieure tout en écoutant quelqu'un en colère». Ça, à l'époque en tout cas, ça m'avait beaucoup marqué. Maintenant ça me paraît assez logique. Je me souviens que c'était un des enseignements que je me suis répété en me disant: «OK, je veux pas oublier ça» et le fait que ce soit une image, m'a aidé à le garder. J'ai l'impression que j'ai pas gardé beaucoup d'autres choses, mais certainement que ça s'est imprégné en moi. Une autre chose qui a été difficile, c'est le eye contact, les sourires. En fait, bah, moi je voyageais déjà depuis 7 mois en Asie, donc j'avais quand même cette habitude de parler avec des gens à peu près tous les jours, mais en tout cas d'avoir beaucoup de sourires parce que, c'est pas un cliché, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de sourires en fait,
dans la rue, il y a plus d'interaction en fait humaine. C'est une des choses que j'aime, sans forcément parler. D'ailleurs, parfois on ne parle pas du tout la même langue et on ne pourrait pas spécialement se comprendre. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent, et notamment dans ces sourires qui sont tellement incroyables pour moi. Et je savais que c'était une des choses qui m'avait marquée en Asie, mais ça m'a vraiment manqué. Et le eye contact aussi, parce que du coup, à part les bénévoles, une ou deux fois, j'ai croisé le regard de personne en 10 jours quasiment. C'est fou. Je pense que je revivrai jamais une expérience pareille à plein de niveaux, parce que c'est même pas possible dans le quotidien. Donc c'est aussi trop chouette qu'ils mettent tout en œuvre pour que ça se passe, pour que tu aies rien d'autre à faire que de te concentrer sur toi-même. Mais du coup, ça m'a semblé vraiment énorme ce côté-là. Et d'ailleurs, je crois qu'à la toute fin, on respectait plus trop les 2 derniers jours. J'ai une ou deux fois souri, notamment à ma copine quand je la croisais, puisque ça me faisait tellement de bien de la croiser. Les interactions que j'ai eues avec les autres participants, ben, on était dans des chambres de 3 ou 4. Et 2 fois notamment, il y a eu un rat, une fois, dans la salle de bain. Et donc, j'ai fait un mini cri. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui venait et qui m'a un peu regardé d'un air interrogateur. Et donc, j'ai essayé de mimer un rat. Je suis pas du tout sûre qu'elle ait compris, mais voilà. Comme on ne pouvait pas parler, je me suis dit, je peux au moins lui faire ça pour pas qu'elle ait cette frayeur ou que le rat lui saute dessus. Bon, c'est ce que je me disais, mais je pense pas que ça arrive souvent. Et une autre fois, c'était une araignée qui était dans notre chambre, une énorme. Franchement, c'était un peu l'idée que je me faisais d'une migale, mais bon, je saurais jamais si c'en était une du coup. Deux femmes de ma chambre se sont mis ensemble pour essayer de la sortir, mais tout ça sans bruit aussi, en faisant juste quelques gestes. C'était assez marrant comme expérience. Donc tout ça se passe. Donc pendant plusieurs jours, on nous demande de nous focaliser sur notre respiration. Et après, il y a cet exercice où on va voir les sensations du corps. Donc on scanne son corps. C'est vraiment un scan corporel du haut en bas. D'abord, c'est très guidé, puis après, on le fait plus naturellement. Donc on est censé commencer par le haut de la tête et puis vraiment se concentrer sur tout ce qu'on ressent à l'intérieur du corps. On descend, puis après, on recommence à partir des pieds. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est très intéressante parce que on se rend compte comme tout change en fait. C'est vraiment cette idée de montrer que la vie évolue sans cesse, à la fois autour de nous, mais aussi en nous. Et cette idée justement que on va sentir un petit tiraillement dans le ventre qu'on n'aurait pas senti normalement quand on se focalise pas dessus, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans notre corps, mais quand on est focalisé sur l'extérieur, ben, on n'y est pas connecté fatalement. Mais aussi de se dire que bah, 10 minutes après, quand je refais le scan, il est plus là ce tiraillement dans le ventre, ou alors il est différent, il a évolué. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que bien sûr, on voit, on commence à avoir des rides ou des cheveux blancs au bout d'un certain nombre d'années, donc on voit qu'il y a une certaine évolution, mais le fait de sentir que même en 10 minutes, bah, il y a une évolution permanente dans le corps, c'est vrai que c'était assez intéressant, en tout cas de l'expérimenter, c'était vraiment chouette. Mais après, du coup, j'ai eu vraiment du mal à me concentrer. Moi, j'ai trouvé que je pouvais pas méditer autant d'heures. En tout cas, c'est ce que je me disais. Parfois, j'essayais pas du tout. Je faisais des listes dans ma tête. Bah, je sais pas, des gens qui m'avaient marqué. J'ai fait des classements, parce que moi, j'aime bien faire ça. Des 10 endroits les plus beaux au monde que j'avais vus, des choses comme ça. Parce que du coup, ça me changeait légèrement les idées et que j'avais l'impression que j'allais peut-être devenir folle sinon. Et surtout que bah, ça me mettait trop face à l'échec des moments où j'étais fatiguée et du coup j'y arrivais pas. L'expérience la plus marquante et une des plus marquantes de ma vie intervient au bout de 7 jours. Les conditions sont vraiment sommaires, hein, j'ai pas vraiment dit, mais l'idée c'est un peu d'expérimenter la vie de moine. Donc il n'y a pas de confort en tant que tel. On dort quand même sur un matelas mais qui est tellement fin. En tout cas, moi, je sentais très fort cette planche de bois en dessous. J'avais vraiment l'impression de dormir directement sur du bois par moment. Et il y a une position de méditation. Alors, normalement, c'est la position en tailleur. C'est la position par excellence, mais c'est aussi possible de se mettre sur les genoux, un peu sur le côté. L'important, c'est que les pieds ne soient pas face à l'enseignant et à l'enregistrement, parce qu'il n'y avait pas toujours quelqu'un. Si, je pense que l'enseignant était toujours là, mais en tout cas, il parlait pas souvent, parce que c'est quand même surtout les enregistrements qu'on écoutait. Et voilà, c'est quelque chose de manière générale qu'on ne peut pas faire dans un temple bouddhiste.
on met pas, les pieds face, au Bouddha. C'est, irrespectueux et là, même si, ils disent bien qu'on peut venir de toute religion et qu'effectivement c'est très, très ouvert, voilà, il y a quand même cette marque de respect-là, à respecter, mais qui est finalement, un peu partout, en Asie. Ça fait qu'en fait, il y a quand même un choix limité de position. Assez vite, moi, j'ai eu des douleurs. J'utilisais beaucoup de baume du tigre, rouge, hein, ce qu'on utilise, beaucoup, en Asie pour les douleurs musculaires. Pendant les pauses, je m'en tartinais. Je crois que j'ai utilisé plus d'un pot entier en 10 jours et je crois qu'on était quand même beaucoup à faire ça parce qu'effectivement, le fait d'être assis toute la journée dans la même position ou d'avoir que 2 ou 3 positions différentes, ça crée vraiment des douleurs. En tout cas, moi, ça m'en a créé et le fait de dormir sur du bois, très dur fait que le matin, je me sentais pas, fraîche. J'ai l'impression que ces douleurs-là, elles étaient presque pires encore après la nuit et voilà et donc il y a une expérience marquante donc le début, c'est vraiment au bout du 4e jour, il me semble, qu'on te demande de faire une méditation sans bouger, en restant vraiment immobile pendant 1 heure et c'est 3 fois par jour. Donc je me souviens que j'avais appréhendé ce moment parce que je me suis dit que ça avait l'air très difficile et que moi je savais pas si j'en étais capable, mais je crois que assez vite je me suis dit: «Je vais y arriver, c'est sûr. C'est l'exercice, dans tous les cas, je le fais». Et il me semble que c'était pas si difficile les premiers jours. En tout cas, bah, j'avais réussi et puis j'ai pas de souvenirs marquants sur ça. Même si bon voilà, 1 heure sans bouger du tout, en fermant les yeux, c'est pas évident. Parce que oui, du coup, on fermait les yeux normalement pour méditer, mais on pouvait toujours les ouvrir de temps en temps, notamment quelques secondes et dans les moments où c'était dur, j'ouvrais les yeux et la plupart du temps, j'avais l'impression que personne d'autre n'ouvrait les yeux au même moment et que tout le monde avait l'air de méditer hyper facilement et hyper bien et c'est intéressant parce que quand on a fait le débrief à la fin, tu parles avec d'autres gens et tout le monde a cette même impression parce qu'en fait, la personne d'à côté, elle a ouvert les yeux 5 minutes avant et elle-même, elle s'est dit: «Purée, tout le monde médite bien et moi j'arrive pas» et le fait de pas pouvoir parler et tout fait que du coup, tu as vraiment, enfin je trouve que ça a renforcé ce sentiment d'être nulle pour moi, qui était quand même un sentiment assez présent dans ma vie à cette période. Alors qu'effectivement, si on pouvait parler, bah, ça aurait pas été autant le cas. Mais en même temps, voilà, l'idée c'est d'être vraiment focalisé sur soi et de réussir à surpasser ces challenges tout seul. Et donc le fait d'être 1 heure sans bouger, ça me semblait dur, donc je pense que je faisais pas toujours la méditation. Je me disais: «Si déjà j'arrive à pas bouger, c'est déjà ça». Et il se passe quelque chose, alors il me semble que c'est le 7e jour qui m'a beaucoup marquée, donc c'était la 2e fois dans la journée où il fallait rester sans bouger pendant 1 heure. Et bah, voilà, le 7e jour, donc j'avais déjà beaucoup de courbatures, de douleurs et je pense que je m'assois, mal, et au bout de alors je pourrais pas dire exactement, moi j'ai l'impression que c'était très tôt, donc peut-être au bout de 10 minutes, mais comme on n'ouvre pas les yeux, tout particulièrement pour cette méditation-là d'1 heure, bah, je sais pas. Mais en tout cas, au bout de 10 minutes, ça me paraît insupportable. J'ai une espèce de crampe, mais qui devient de pire en pire. Et j'ai vraiment ce besoin de bouger qui est très très fort. Et la douleur est, ouais, forte quoi. J'ai l'impression qu'assez vite, je pourrais crier. Et je me parle dans ma tête. Et je me dis, écoute, c'est 1 heure, t'as déjà fait une petite partie, je suis sûre que tu peux y arriver. Tu peux pleurer si tu veux, bon, pas faire de bruit, hein, mais tu peux avoir des larmes qui coulent si ça t'aide. Mais en tout cas, tu restes là, sans bouger, tu gardes la même position. Je suis sûre que tu peux le faire. Et je me suis parlé comme ça. Au bout d'un moment, je pense que j'ai même un peu lâché prise parce que j'ai l'impression que les 10 dernières minutes étaient moins difficiles, mais globalement, c'était une des heures les plus douloureuses et difficiles de ma vie. Et en fait, j'ai tenu. Là, on a 5 minutes de pause, je pense, pour aller aux toilettes. Donc je sors, je fonds en larmes. C'était pas beaucoup de larmes, mais il y avait quand même ce truc de relâcher la pression. Sur le moment, finalement, j'ai pas pleuré parce que j'étais concentrée sur cet objectif. Je sors en me disant, je pense sur le moment, je sais pas si je me suis dit waouh, mais si quand même, je crois qu'assez vite, je me suis dit, ok, t'as réussi à faire un truc qui te paraissait impossible. Et c'est là où j'ai vu ça comme finalement, je visualisais les limites de mon physique et je me suis dit, mais en fait, le mental n'a aucune limite. Et j'ai vraiment vu ce puits ou enfin, ce truc infini de me dire,
quand tu penses que tu es au bout, que tu peux plus, que le physique qui va lâcher, bah, en fait, le mental, il peut prendre le relais et le mental, il est dingue. Je pense que j'en avais déjà entendu parler, puis on entend des témoignages de sportifs et tout, mais je l'avais jamais expérimenté comme ça. Et ça a été vraiment fou parce que je me suis dit, ok, enfin, ça a ouvert quelque chose en moi. Et je crois que 2 heures après, il fallait le refaire. Il fallait de nouveau être 1 heure sans bouger. Et là, j'ai appréhendé encore beaucoup plus que d'habitude parce que je me suis dit, j'ai déjà eu beaucoup de mal et beaucoup de douleur il y a 2 heures, mais là, fatalement, mathématiquement, en tout cas je pensais, j'aurais plus de douleur parce que bah, mon corps avait été dans cette position encore plus de fois et que j'avais déjà tout donné plus tôt dans la journée. Et en fait, ce qui s'est passé aussi là, je sais pas, j'ai transcendé la douleur. Cette heure-là, elle a été vraiment facile. J'ai eu l'impression que je sentais pas les douleurs ou en tout cas, j'arrivais à prendre du recul sur les douleurs. Comme si finalement, je les regardais un peu de haut et j'arrivais même à intérieurement rigoler de moi-même et de me dire bah alors, on a un petit peu mal au genou. Et en fait, vraiment, cette expérience qui a été finalement encore plus forte à ce moment-là, de me dire mais attends, mais le mental, mais c'est incroyable. On peut réussir à ne pas sentir la douleur, à se focaliser différemment, et waouh! Et c'est vraiment encore quelque chose, j'en ai des frissons rien que de vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis ce moment-là, depuis 2017. Et j'y pense souvent quand je fais quelque chose de difficile, quand je fais quelque chose que je me dis que je peux pas réussir ou je me dis non mais souviens-toi, en fait, le mental, et évidemment j'ai découvert le mien, mais en fait ça prouve aussi que c'est le mental de tout le monde, est vraiment fou quoi. Et dans des moments comme ça où on est face au mur, on se rend compte de sa puissance et de sa force. Donc voilà, c'est une expérience vraiment marquante que je garderai. Pour moi, il n'y avait pas le choix dans tous les cas, il fallait ne pas bouger. Mais c'est vrai qu'en en parlant le dernier jour avec notamment une femme, elle m'a dit qu'elle, elle avait réussi seulement à la fin et que pendant longtemps, elle essayait mais ça marchait pas, donc elle bougeait quand même, elle se donnait cette autorisation-là. C'est paradoxal parce que finalement, je pense qu'elle se donnait cette autorisation-là par amour pour elle. Peut-être que si j'avais eu plus d'amour pour moi à l'époque, j'aurais aussi voulu me donner ça, puisque maintenant je prends quand même beaucoup soin de mes besoins, de mes envies, de mes ressentis, je m'écoute beaucoup plus. Mais en même temps, c'est bien que je ne l'ai pas fait à ce moment-là parce que c'est comme ça que j'ai découvert la puissance de mon mental. Donc voilà, comme quoi c'était parfait pour ce moment-là, mon estime de soi du moment. Les autres jours ont été moins marquants. C'est vraiment ce 7e jour de méditation que je garde dans ma vie parce que je me suis dit waouh quoi. Je vois encore plusieurs moments très précis où ça m'a tellement, tellement impressionnée. À la fois cette première heure pleine de douleur et cette deuxième où on aurait dit qu'il n'y avait plus aucune douleur, où je me disais mais comment c'est possible? C'est le même corps, je le sentais, il était douloureux il y a 5 minutes et maintenant j'ai l'impression que tout va bien, que je pourrais rester pendant plusieurs heures. Waouh! Le 10e jour, on a le droit de parler, donc c'est plutôt 9 jours, hein, un petit peu 9 jours et demi je pense, de méditation sans parler. Et c'est pour se réhabituer progressivement à la vie normale. C'était dur. On a tous eu mal à la tête le soir, enfin la plupart des personnes à qui j'ai parlé, parce qu'on n'avait plus du tout l'habitude de ce bruit, on avait l'habitude de ce grand calme qu'il y avait en plus parce qu'on était dans un environnement vraiment beau avec les montagnes, la nature, isolé. Hein. Je pense que tous les centres Vipassana sont un peu isolés, où t'entends pas les voitures qui passent. Mais c'est vrai que c'était trop chouette de pouvoir parler, notamment avec ma copine, pour laquelle j'avais eu un coup de cœur le premier jour, mais aussi avec d'autres personnes et du coup de voir que chacun avait eu des challenges différents. Moi, je me suis sentie assez seule et je me souviens très bien qu'il y a une participante qui le faisait pour la deuxième fois qui m'avait dit: «Moi, je me suis pas du tout sentie seule, c'est parce qu'il y a de la solitude en toi». Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je me dis qu'elle a raison. Sur le moment, je me disais: «C'est bizarre». Ça me paraît bizarre qu'on puisse ne pas se sentir seul en vivant ça. Mais en fait, oui, chaque expérience est totalement unique et c'est pour ça que j'ai bien dit au début, c'est mon expérience Vipassana et puis c'est mon expérience Vipassana en 2017. Je pense que ce serait très différent aujourd'hui. Peut-être que j'aurais des attentes en plus par rapport, à mon mental en me disant: «Je sais qu'il peut faire des trucs, fous, j'espère qu'il va encore m'impressionner», fatalement, ce serait très, très différent aujourd'hui. Mais voilà, donc ce 10e jour, il m'a beaucoup aidée et à la fois, il m'a fait relativiser tellement de choses.
je me suis dit: «Mais en fait, on a vécu tellement de choses similaires aussi, dans le fait d'ouvrir les yeux et d'avoir l'impression que tout le monde y arrive et pas soi». Ouais, c'était vraiment, très riche d'en parler et effectivement, les gens qui avaient déjà fait de la méditation avaient l'air de dire que c'était pas si difficile que ça, alors que pour moi, ça a été très, très difficile. Je me souviens qu'en fait, je comptais les jours, mais je comptais les demi-journées aussi. Je me disais: «Plus que 5 jours et demi vers midi». Donc j'avais quand même ce truc-là où j'étais pas forcément tout le temps sur le moment présent, hein, loin de là et c'est ça qui est douloureux d'ailleurs, hein. Ces pensées, ces peurs de dire: «Oh là là, il reste encore 6 jours alors que c'est déjà tellement difficile, je vais pas y arriver». Le bilan du coup de tout ça, les avantages, de l'avoir fait à ce moment-là, c'est que effectivement j'étais dans cette démarche introspective et que j'étais quand même, assez, épanouie dans mon voyage en tout cas. Mais l'inconvénient, c'est ça aussi, c'est que j'étais habituée au voyage, à le fait de marcher, de bouger beaucoup, de voir des nouveaux paysages tous les jours et d'être habituée au sourire et à la chaleur humaine qu'il y a en Asie du Sud-Est. Et je me suis quand même vraiment sentie très seule. Mais ouais, l'avantage, c'est la force mentale incroyable que j'ai découvert à ce moment-là. Je dis pas que ça m'a servi forcément tout de suite. En tout cas, cette méditation, de manière générale, il y a eu un côté très fort et en même temps un côté qui m'a dégoûtée. Quand on est sorti, c'est fou parce que j'ai eu du mal à déverrouiller mon portable avec le doigt. On n'est plus habitué au bout de 10 jours et il y a quelqu'un qui m'avait dit que ça m'arriverait. Je m'étais dit, bon, quand même, j'ai l'habitude de déverrouiller mon portable, je vais y arriver. Et effectivement, je n'y ai pas réussi du premier coup. Donc c'est marrant comme on est des êtres d'habitude, mais comme on peut aussi perdre des habitudes rapidement. Mais c'est vrai que du coup, retourner dans la vie, ça a été un choc. Je pense que j'ai aussi eu mal à la tête le lendemain. Surtout que le Népal, enfin voilà, l'Asie, c'est vibrant. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est vraiment, je sens la vie dans la rue, mais du coup, c'est par moments vraiment bruyant aussi. Et beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs, de bruits, j'allais dire presque de nouveaux bruits, mais ouais, j'ai un peu l'impression que tout était nouveau et très et trop intense au début. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils continueraient à méditer les jours qui suivaient, alors que moi, je me suis dit, pas du tout. Ça a été très dur pour moi. Je vais pas du tout continuer de méditer. Je m'arrête, au contraire, je veux plus en entendre parler de la méditation. Alors ça, après, finalement, ça n'a pas été aussi radical. J'ai refait quelques fois cette méditation, de scanner tout son corps. Récemment, pas spécialement, mais parfois quand j'ai eu des moments de stress ou d'anxiété, je suis revenue à ça, en tout cas les années qui ont suivi. Et je pense que j'ai plus gardé cette philosophie de vie et cette incroyable force du mental et du fait que j'étais capable de faire plein de choses dont je me pensais pas capable. Parce que ce que j'ai pas dit non plus, mais c'est à l'époque, j'avais un mental très très fort. Je pensais énormément tout le temps. J'avais l'impression de m'auto-fatiguer avec toutes mes pensées et que j'arrivais jamais à mettre sur pause. Et c'était vraiment quelque chose de très difficile. Et d'ailleurs, je me fuyais beaucoup moi-même à cette période-là, en tout cas avant le voyage. Alors, certes, j'étais pas très heureuse, voilà, j'ai eu des périodes difficiles, hein, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce voyage, pour donner un nouveau souffle à ma vie et parce que j'étais en quête de sens. Mais c'est vrai que du coup, je mettais beaucoup de musique chez moi, j'étais pas souvent dans le calme parce que je voulais pas être face à moi-même. Ça a été pour ça vraiment particulièrement difficile d'être face à moi-même. Mais au final, positif, je crois que très souvent, on a peur de se retrouver face à soi-même, on a peur de ce qu'on pourrait découvrir et on a peur de découvrir des choses horribles, alors qu'au final, il y a beaucoup de beauté en nous et que ce qu'on s'imagine de nous-mêmes, de nos zones d'ombre, est bien pire que la réalité. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'ai pas envie de faire de conclusion générale parce que finalement, je pense que quand on fait ce genre d'expérience-là, la conclusion, elle est très personnelle et justement, tous les participants ont fait quand même des conclusions différentes par rapport à leur vécu, à leur vie, à leurs problématiques du moment aussi. J'ai fait ce podcast pour donner un exemple aussi de choses qu'on peut faire pour se retrouver face à soi-même. Je pense que c'est une des choses, mais assez extrême. Je trouvais ça intéressant de partager tout ça, de partager ce que j'en ai retenu et aussi les difficultés, hein, parce que moi j'avais parlé à des gens qui avaient fait Vipassana avant de le faire et des gens pour qui ça avait été assez facile. Donc du coup, j'avais aussi envie de partager mon expérience qui est que ça a été quand même très dur
et douloureux à la fois physiquement et souffrant par moments et le temps me paraissait long et j'avais l'impression de ne pas réussir les exercices. Donc voilà. Mais pour autant, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je sais pas si je le recommande, je pense que c'est pas pour tout le monde. En tout cas, moi, ça a été très, très enrichissant dans ma vie et c'est quand même une expérience dont je parle beaucoup quand je parle de mes 10 mois en Asie du Sud-Est, alors que j'ai vécu énormément d'autres choses intenses. Donc ça montre quand même que c'est une expérience toute particulière. C'est un podcast qui est extrêmement long, j'en ai jamais fait de cette durée. Je sais pas si ça pourra vous plaire, mais j'avais pas envie de me couper et de me donner trop de limites. J'avais envie de vous sortir vraiment ce qui me venait et ce que j'avais envie de partager. Donc voilà, j'espère que ce sera enrichissant pour vous d'une manière ou d'une autre. Comme toujours, vous pouvez mettre un pouce si vous aimez ce contenu, peut-être particulièrement aujourd'hui encore pour me montrer que ce genre de contenu peut vous plaire. Vous abonner si ma chaîne YouTube vous intéresse, c'est un soutien encore une fois et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour un autre podcast sur le fait d'être face à soi-même. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao.